On va commencer peut-être à poser un peu. Bon, bah, on va commencer. Je vais faire une toute petite. Je sais pas si ça marche. Oui, ça marche. Je vais faire une toute petite intro, surtout pour présenter Astronomie. Et d'abord, bien entendu, je voudrais remercier les téléchangeurs qui nous accueillent très régulièrement. Voilà. Je vous remercie d'être venus, et tous. Voilà, bon, juste quelques mots par rapport au Communio. Donc, le Communio, c'est une sorte de machine, de petite machine qui tente de relier des expériences autour essentiellement de la question des vulnérabilités, donc du soin, autour de la question des précarités, autour aussi des questions d'écologie populaire, des écologies urbaines, aussi on a beaucoup bossé aussi avec des gens liés à des pratiques hospitalières avec les migrants. Bon voilà, tout ça ça se déploie à travers une sorte de travail d'enquête qu'on partage les uns les autres, des enquêtes plus ou moins formelles et informelles. Donc il y a des rencontres toute l'année auxquelles on se voit, on échange, on tisse une sorte de cartographie, on pourrait dire, des sortes de cartographie vivante, qui tentent d'articuler les choses, de les faire raisonner, de fabriquer des réciprocités, de fabriquer des formes d'entraide, etc. Bon, voilà, ça c'est donc les communaux. Les communaux, en général, ces travails-là qu'on mène pendant l'année aboutit au bout d'un moment à des rencontres publiques comme celle-ci aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Aujourd'hui, il y a celle qui nous permettra de mettre en partage un certain nombre d'expérimentations. Rapidement après. Mais il y a aussi d'autres rencontres prévues, je crois que c'est la semaine prochaine, le 19, il me semble. Le 19, il y a une rencontre prévue autour de la question des hospitalités avec les migrants. Il y aura une amie, Karine Parron, qui a travaillé, une juriste qui a travaillé sur la question du droit contre les migrants. Donc je vous y invite aussi à venir et participer. Il y aura des gens d'Utopia 56, il y aura des gens Camille de lui qui habite Athènes. Vous savez, la Grèce est devenue une sorte de sous-traitance de la violence d'État urbaine. Voilà, on va se retrouver autour de ça aussi. On va se retrouver aussi les 4-5 juin dans les cadres du Festival de Marrakech. Vous connaissez les Marrakech, donc avec la Fédération de Marrakech, avec Remix, les Commons et donc les Communaux. On organise 2 jours de rencontres avec des gens qui viennent partout en France, de l'Antillère, de Vette, des gens de Vette, de Mosson. Voilà, là, ça sera autour des écologies populaires, des pratiques de réappropriation et aussi et des manières de défendre ces pratiques-là, parce que, comme vous le savez, les ravages se poursuivent. Bon, donc par rapport à aujourd'hui, on s'était dit qu'on commencerait par faire. Bon, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est, en tout cas, l'idée qu'on a essayé de faire exister, c'est dans un contexte d'implosion des institutions pastorales, c'est traduit concrètement par une implosion du secteur psychiatrique, par l'implosion de l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire émerger qui nous permette d'une part un retour, une sorte de retour un peu généalogique, nous permettre d'une part de réactiver des anciennes histoires. Par exemple, les années 70, c'était l'alternative, la réseau alternative psychiatrie, avec un champ assez polémique entre la désinstitutionnalisation italienne, tout ça, vous nous avez rappelé quelques éléments peut-être, je ne sais pas si je reste
désinstitutionnalisation italienne. Ça a été en France la psychothérapie institutionnelle, ça a été dans d'autres endroits, en Belgique plutôt, des pratiques de réseau, ce qu'on va appeler la psychiatrie communautaire, dont il y a encore des lieux qui perpétuent cette histoire-là. Encore aujourd'hui, il y a des amis d'autres lieux qui sont là, de Bruxelles, etc. Bon, voilà. Donc, dans ces contextes-là, nous, on appelle ça un processus de métropolisation, qui est une forme, aussi une forme de gouvernementalité. Là, on est dans un moment de bascule dans lequel les évidences anciennes, elles sont moins évidentes, dont la question de l'institution et de l'institution de soins ici. Voilà. Et les gens avec lesquels on a travaillé pratiquent de formes, on pourrait dire, à nouveau alternatives à la psychiatrie ou dans les bords de l'institution psychiatrique, dans des logiques de déspécialisation de soins, dans des logiques de co-individuation, et ça c'est un élément important pour nous, c'est-à-dire c'est le soin qu'on forme des co-individuations entre les soignants et les soignés. Ça exige aussi des milieux associés à ces processus de transindividuels. Et ces milieux associés, c'est quoi? Bon, c'est de ça qu'on va surtout, sur quoi on va travailler. Alors, ce matin, Valentin va nous faire une proposition à partir de son travail sur la question de l'institution, qui s'appelle l'institution renversée. Et donc, il y a tout un travail généalogique aussi que tu as fait sur l'histoire de l'analyse institutionnelle. Et ensuite, et ensuite, on va accueillir les amis de la trame, qui sont par là, Alexandre Lilian, Christophe, peut-être les amis qui vont arriver, les adhérents de la trame. Ensuite, il y aura Roxane, qui est par là. Roxane, qui a fait un travail de recherche sur les entendeurs de voix, avec des entendeurs de voix, avec un dispositif assez singulier, c'est-à-dire une sorte d'absurdité qui a créé le Zoom. Voilà, c'est à partir de là que tu as fait une très belle recherche et tu nous parleras un peu de cette histoire aussi, et la tienne située, ta recherche très située sur les entendeurs de voix, qu'on tu évoqueras aussi un peu plus généralement, parce que c'est ce mouvement-là. Un mouvement dans lequel les gens se désassignent au diagnostic psychopathologique pour réinventer une manière de faire exister leurs difficultés, leurs troubles, leur singularité. Voilà, après, à midi, on va faire une pause, on pourra manger quelque chose ici dans la salle bar. On se retrouvera à midi, non, à 1h, pardon. À 1h, on va faire une pause, on se retrouvera à 14h, et là, il y aura les amis qui ne sont pas là encore, Eleni et Frédéric, qui bossent dans un dispositif de psychiatrie mobile à Bruxelles, donc avec des gens extrêmement précarisés, qui dont leur mode d'existence a lieu à même les sols. La gare de Lille, quand vous sortez du train, ils sont dans des matelas. Voilà, il y a tout un tas de questions qui se posent avec cette situation très très limite de comment réinstaurer quelque chose qui, face à des corps affalés, il y a des armes aussi qu'il faut faire exister, comment on le réanime, des situations de si grande déchéance. Voilà, et ensuite on se retrouvera avec Maëva et peut-être Jules, Maëva qui fera aussi, qui est psychiatre et qui est en train de mettre en route tout un projet réseau à partir d'une association qui s'appelle Underground Psychiatrie et qui essaye d'introduire des pratiques de démocratisation du rapport entre les soignants et les soignés à partir des expériences finlandaises, scandinaves, open dialogue, etc. Et qui travaille beaucoup sur la question de la prescription médicamenteuse, psychotrope. Là encore, il a fait tout un travail de recherche avec des expérimentations de l'expertise par les usagers eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est cette expérience on ne pas les prendre. Voilà, ne pas parler de tout ça. Alors, et j'ai fini là, juste, on s'est rendu compte un peu qu'il y a quelques éléments qui sont vraiment essentiels aujourd'hui dans les champs institués de la psychiatrie, c'est la question de la crise. La question de la crise, avec tout ce qui va avec, des formes de contention qui vont être différentes. La question de la crise, la question de la
prescription de psychotropes, parce qu'elle est aujourd'hui massive en tout cas en France. Comment on réintroduit des espaces de coopération, de dialogue entre ceux qui peuvent avoir besoin pour les médicaments raisonnés et ceux qui ont prescrivent. Et un troisième truc qui nous semble très important, c'est la question du répit, des lieux de répit. Et là, on voit de plus en plus émerger des logiques d'hospitalité interstitielles qui ne sont pas forcément dans les champs institutionnels de la psychiatrie. Il y a de plus en plus de lieux qui s'ouvrent, et ça va être un axe de travail pour nous l'année prochaine, des lieux qui s'ouvrent, qui tentent de créer des passages entre les milieux urbains denses, dans la très grande intensité, en termes de grande précarité, en termes de ségrégation, etc. Donc, des passages entre des espaces urbains, c'est le cas par exemple, toujours par là, Alexandre, tu vas créer un lieu du côté des Landes, je crois, pour favoriser la circulation entre la ville de Saint-Denis avec la tram, le coup d'entre deux mutuelles et la campagne. Voilà, cette question-là qu'on pourrait appeler démétropolisation d'une certaine manière nous intéresse au plus haut point parce que c'est par là qu'on peut fabriquer quelque chose qui est en soi soignant, la question du passage. Bonjour. La question du passage qui redéfinit les lieux du fait même du mouvement donc il est porteur. Voilà, bon, ça reviendra au retour de la journée. Et ben voilà, je ne vais pas être plus long. On va essayer de faire des petites pauses quand même, pas être écrasé par les prises de parole. On va... Ah oui, et j'oublie, bon, et à la fin, on va se retrouver avec Isabelle qui est là. Et on va essayer de composer quelque chose qui nous mette un peu en perspective de suite, quoi, de notre continuation, d'autres moments, à partir de quels éléments qui nous sont importants. Et aussi, je voulais vous dire que Javiera qui est là, donc Javiera, elle a entamé un boulot, Javiera qui est artiste, plasticienne, elle a entamé un boulot avec le groupe d'entraide mutuelle à partir de résidence d'artistes au 6B et la station Gare de Mine, dans lesquelles elle a commencé au début, après ça a évolué vers autre chose, quoi, mais au début c'était une idée un peu de qu'est-ce que c'est de psychogéographie, c'est-à-dire comment les gens investissent les territoires, les lieux, justement les circulations, pourquoi on va perdre pas, pourquoi on n'a pas envie d'aller à tel autre endroit. Bon, ça c'était un peu le début, mais je vais expliquer à la suite parce que Javiera va faire toute la journée, il y aura son travail sera exposé ici dehors. Toute la journée, vous pouvez discuter avec elle, ça fera partie aussi de notre rencontre publique, et puis c'est chacun avec Javiera et son boulot avec les adhérents des GEM, etc. Et, pour finir, je vous prie pour dire que les amis, là, Lilian et d'autres, ils font une revue qui s'appelle Parade. Ça, c'est le 4e numéro, Lilian ? 3e. Donc, il y a un 3e numéro qui vient de sortir, dans lequel il y a des textes de contribution, dont un texte de Lilian sur généalogie alternative de la psychiatrie et sur l'actualité, et les entretiens que tu as fait avec pas mal de gens qui interviennent dans les communes. Donc voilà, ces bouquins-là, je voulais l'acheter, c'est à disponible. Voilà. Donc c'est à toi. De toute façon, c'est pas toujours, il y a des rituels qui existent. Et voilà, qu'en plus on est dans un dispositif, c'est vrai, assez... Oui, on n'arrive pas à trouver d'autres manières, on a tout tenté de mettre des cercles ici, mais après les gens, de toute façon, ils préfèrent aller dans les jardins. À chaque fois qu'on fait ça, on met tout ici autour, et puis finalement, tout le monde se... D'un côté, ça rejoint peut-être un peu les préoccupations et les discussions d'aujourd'hui, puisque ça renvoie peut-être aussi à la question de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi d'un dispositif. C'est-à-dire, est-ce que nécessairement la façon dont bien évidemment, la manière dont on va agencer un espace, agencer une assemblée a des effets, on pourrait dire, normatifs, a des effets en termes politiques. De l'autre côté, est-ce qu'on est nécessairement enfermé par une forme qui nous prescrirait ceci ou cela. Ça, je crois que ça renvoie un peu, disons, à ces discussions qu'on a depuis un moment autour. Alors aujourd'hui, la journée s'intitule Écologie des pratiques de soins. Et ça tourne, il me semble, aussi autour de cette
tu as mentionné, qui m'intéresse assez spécifiquement, qui est cette question d'institution, des usages qu'on peut en faire. Et il me semble que justement, cette expression écologie des pratiques de soins, elle ouvre peut-être aussi une approche des institutions, de ce qu'on entend par l'institution, précisément aussi en termes de milieu. En termes de milieu, et pas seulement, disons, dans une définition verticale, sociologique, et qui réduirait qui réduirait en un sens l'institution à l'établissement. Et c'est justement ce que François Tosquelles, un des fondateurs de la psychothérapie institutionnelle, refusait de faire, c'était précisément de confondre l'institution au sens d'un milieu où il est possible d'inventer des rapports sociaux, des rapports entre subjectivités, d'aménager des espaces d'émancipation en quelque sorte, et puis l'établissement qui serait, disons, la définition juridique, on pourrait dire instituée, de l'espace où on se retrouve. Et ça fait un moment effectivement qu'on part ensemble, même pour préparer ces journées, autour de, alors tu as mentionné ça à l'instant, c'est-à-dire autour de questions qui finalement ne sont pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ces questions de désinstitutionnalisation, de contre-institution, d'institutionnalisation, de savoir s'il faut défendre la psychiatrie, la critiquer, la transformer. C'est pas des questions, il est assez peut-être intéressant de se représenter que c'est des questions qui viennent un peu loin. Il y a effectivement, comme tu l'as mentionné, je crois quand même un héritage de questions, de pratiques, de préoccupations qui sont encore présentes. Et malgré tout, il me semble, et peut-être qu'on pourra aujourd'hui tisser quelque chose autour de ça, il me semble que notre sensibilité collective sur ces questions-là aussi a pas mal changé quand même par rapport aux années 70 dont tu parlais, dans la section des années, dans le contexte desquels on a eu justement l'apparition de mouvements des années 60 déjà avant, et même des expériences déjà bien avant encore, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et on a eu comme ça une effervescence, une certaine effervescence critique à l'égard des institutions, et en particulier à l'égard des institutions psychiatriques qui étaient en tout cas désignées comme complices de la reproduction d'un certain ordre social, d'un certain rapport à la norme, une répression de la subjectivité, etc. Donc ce sont des questions qui se rejouent un peu, on le voit dans nos échanges en tout cas, dans les échanges qu'on peut avoir. Toi, effectivement, dans un texte que tu as écrit récemment, tu avances cette idée qu'au fond, il faudrait arrêter d'être dans cette plainte de la managérialisation des institutions, de la manière dont de plus en plus le néolibéralisme détruit les services publics, etc., qui pour toi parfois amènent à des positions qui sont plus des positions restauratrices, des positions qui seraient inventives sur le plan politique. Et d'ailleurs, ce mot de politique, voilà, il apparaît assez vite, et ça c'est quelque chose que je trouve assez remarquable, c'est que c'est aussi la dimension politique de la psychiatrie, tout simplement, qui nous intéresse aussi. Et ça, je crois qu'il faut se représenter, qu'il n'y a aucune évidence à ça. Moi, ça m'arrive en ce moment de lire des travaux assez intéressants, universitaires, sur l'histoire de la psychiatrie en France, l'histoire du secteur, des travaux très bien documentés, très érudits, intéressants, etc. Mais je suis assez frappé par le fait que très souvent, ce qui est de l'ordre de l'antipsychiatrie, au sens large, ce qui est de l'ordre de la psychothérapie institutionnelle, dans certains travaux que j'ai pu lire récemment, sont ramenés à quelque chose comme une simple réflexivité éthique des professionnels sur leur pratique. Et on a comme ça des travaux qui mettent en avant l'histoire du secteur, etc., en, disons, insistant sur cette idée qu'au fond, tout ça, ce serait une histoire de professionnels qui, à un moment donné, auraient réfléchi, auraient développé une certaine phénoménologie dans la pratique, auraient réinventé la médecine mentale d'une certaine façon. Mais la dimension politique de ces questions est comme effacée, il me semble. Et pourtant, si Jean Houry, par exemple, à la Borde, je crois, dans un entretien, avait déclaré un jour « je suis poumiste », en référence au POUM, au parti ouvrier, c'est le parti ouvrier unifié marxiste qui œuvrait pour la guerre d'Espagne,
c'est qu'il y avait, s'invitaient en fait dans ce champ psychiatrique des questions qui étaient celles de la révolution, du socialisme, de l'aliénation, on utilisait ces concepts marxistes d'aliénation, et il me semble qu'on ne peut pas rabattre ces enjeux-là sur, en tout cas ces expériences-là, sur une dimension qui serait simplement une réflexivité professionnelle, une manière, somme toute, une bonne manière de faire son boulot, etc., qui peut avoir sa légitimité, mais il me semble que cette dimension historique, politique, est quand même assez importante, et parce qu'au fond, je crois qu'il n'y a aucune évidence à ça, finalement. Pourquoi ? À partir d'un champ comme la médecine mentale, on se pose des questions qui sont de l'ordre. Aujourd'hui, par exemple, des communautés, on voit que ça rejoint, tu l'as mentionné au départ, c'est-à-dire, là, on n'est pas, cette initiative d'aujourd'hui, par exemple, n'est pas isolée par rapport à d'autres questions. Elle rejoint d'autres questions et elle s'élargit. Et donc, il me semble que ce sont des questions politiques qui viennent de loin, et quand on parle d'institutions, on parle justement aussi de cette question du politique. Alors, je crois qu'on sera d'accord pour dire aussi que, je crois qu'on s'est un peu rencontrés là-dessus aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'accord du tout. Ça, c'est la vérité. Mais, Non. on verra, non, mais peut-être, mais c'est intéressant de mettre au travail, ce que je veux dire. Mais, en tout cas, il y avait un point, je pense, d'accord sur lequel on se retrouvait, en tout cas au départ, c'était cette idée qu'on n'est pas tout à fait d'accord pour dire que le triomphe du néolibéralisme, devient un peu un mondialisme, un peu à toutes les sauces, etc., ce serait finalement, convergerait avec quelque chose comme l'antipsychiatrie, ou que le néolibéralisme serait une sorte de triomphe de l'antipsychiatrie. Et ça, il m'apparaît que c'est un véritable contresens, parce que quand on lit, quand on s'intéresse à l'antipsychiatrie, au fond, ce qui était quand même assez au centre, que ce soit le mouvement de Basaglia en Italie, que ce soit le mouvement de Lenny Cooper en Grande-Bretagne, ou le SPK par exemple en Allemagne, c'était un discours révolutionnaire, politique, qui en gros faisait de la psychiatrie une sorte de gardienne de l'ordre social. Et il y avait cette idée d'une répression de la folie. Et dans le contexte de la psychothérapie institutionnelle, comme je le rappelais à l'instant, il y avait aussi ce travail sur la double aliénation. Un travail sur l'aliénation sociale et sur l'aliénation subjective, qu'il fallait mettre au travail, qu'il fallait par un jeu d'analyse institutionnelle toujours mettre au travail. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste me paraît très différent. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine critique de la psychiatrie qui se développe aujourd'hui, mais le discours n'est pas un discours évidemment, absolument pas un discours révolutionnaire, n'est pas un discours politique. Il y a aussi, il me semble, l'émergence, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est parce que je n'ai pas encore si bien réfléchi à cette question, mais il me semble aussi qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, comment dire, par rapport aux étiquettes nosographiques qui pouvaient être au centre justement de la critique antipsychiatrique. De dire, au fond, on va arrêter de classer les gens dans telle catégorie, et les catégories de la médecine mentale sont elles-mêmes politiques. Aujourd'hui, on a aussi l'émergence d'une demande de catégories d'étiquetage, au potentiel, spectre autistique, notamment dans le champ de l'enfance, on voit comment il y a des parents qui sont très soucieux, par exemple, de faire en sorte que leur enfant corresponde à tel ou tel étiquetage, parce que ça correspond ensuite à un parcours scolaire spécifique, ça correspond ensuite à des prises en charge spécifiques, ça correspond, et ça fait peut-être penser à ce qui se passe aux États-Unis aussi depuis longtemps, ça correspond peut-être aussi à des systèmes assurantiels spécifiques aussi. Et là, on est complètement, à mon sens, on n'est pas du tout dans quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'antipsychiatrie. On est beaucoup plus dans l'ordre de ce que Foucault appelait un processus de dépsychiatrisation. Et je pense que c'est important de distinguer antipsychiatrie, et d'ailleurs, quand on parle d'antipsychiatrie, qui est un mot qui regroupe des courants parfois qui eux-mêmes ne se reconnaissent pas dans cette expression-là, Basaglia ne se reconnaissait pas spécialement dans cette expression, Lenny Cooper plus, je crois, et la psychothérapie institutionnelle, évidemment pas. Mais selon la définition de Foucault, on pourrait dire d'ailleurs que la psychothérapie institutionnelle entre un peu dans le champ de l'antipsychiatrie, d'une certaine façon, à son corps défendant, puisqu'elle développe une critique quand même assez radicale au fond, de la médecine, d'une certaine psychiatrie ordinaire, d'une manière de traiter les gens, etc. De façon dont l'institution est malade elle-même et dont il faut en permanence soigner l'institution. Là, ce processus de dépsychiatrisation,
préoccupation, où finalement, ce qui relève de la psychiatrie comme pris en charge par d'autres types d'approches, d'autres types de techniques, on pourra aussi parler de cette question de technique, qui me semble assez important, me paraît se situer sur un point tout à fait différent. Et je ne sais pas tout à fait, ce qu'il faut en déduire, parce que peut-être que des communautés se reforment, se reformulent, se reproblématisent autour de ces soi-disant étiquettes, de ces symptômes. Et je pense qu'il faut regarder un peu, cas par cas, il faut regarder un peu ce qui se passe et enquêter en tout cas un peu plus sur ces questions pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et peut-être que ça correspond aussi, cette inflation catégorielle, à quelque chose qui relève de notre subjectivité actuelle contemporaine. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi, il y a des mouvements qui se développent autour de ce type d'un certain type de vocabulaire, mais il me semble loin de l'antipsychiatrie. Évidemment, on est loin de l'antipsychiatrie quand on parle par exemple de management du ce genre de choses, ou d'adaptation, parce qu'évidemment, l'antipsychiatrie est quand même une critique assez radicale de l'adaptation sociale, de produire une adaptation. Et là, on en vient à cet enjeu de la déspécialisation dont tu parles. Parce que je pense que c'est une question qui est très intéressante, parce qu'au fond, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a des préoccupations comme ça, de forme de démocratie, de désaliénation, d'essayer de faire en sorte que le savoir ne soit pas confisqué par des professionnels, par des gens qui ont le pouvoir, etc. Mais de la même manière, il me semble que la notion d'autogestion, par exemple, a donné lieu à des appropriations très diverses. De la Yougoslavie titiste, en parlant par des pratiques pédagogiques alternatives, en passant par la réappropriation d'espaces de travail dans l'industrie, etc. De la même façon, la déspécialisation, ça peut renvoyer à des choses très différentes. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a une version, on va dire, parti socialiste de l'autogestion, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas une version, j'ai envie de dire, réformiste, modernisatrice aussi de cette préoccupation, de cette visée de déspécialisation. Au fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est déspécialiser, ok, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tient à ce point à la déspécialisation? Je crois que c'est parce qu'on s'entend un peu, c'est vrai que ce soit la psychothérapie institutionnelle en psychiatrie, par exemple, un des fondements, on va dire, des tartes à la crème de la psychothérapie institutionnelle, justement, c'est ce travail permanent pour essayer de distinguer entre le statut, le rôle et la fonction. Et on va considérer que c'est des relations qui soignent. C'est pas le psychiatre qui soigne, mais que cette fonction soignante, elle est portée par un collectif. Et ça, à partir de là, bon, c'est comment dire, une préoccupation, un type de problématisation de l'espace collectif qu'on peut retrouver dans d'autres lieux. Mais je crois qu'il y a plusieurs types de déspécialisation. Et quand on parle justement d'écologie des pratiques de soins, on est dans le soin. On est dans cette question du soin. C'est-à-dire que c'est quand même un champ qui a aussi sa spécificité, ses traditions, ses savoirs, ses théories, ses affrontements, etc. Et là, ça renvoie peut-être d'ailleurs à ce que Tosquelles appelait, et Ouri appelait la double aliénation, c'est-à-dire ce refus de rabattre l'aliénation sociale, la folie, la psychose, bon, peu importe comment on l'appelle, enfin peu importe, en tout cas on peut en tout cas l'aborder, et là on rentre dans un champ polémique de différentes manières, entre ce qui relève de la subjectivité, et puis ce qui relève du social, des rapports sociaux, de l'économie, etc. Enfin, ne pas rabattre les deux l'un sur l'autre, parce que, pour une raison qui me semble assez claire, c'est que rabattre l'un sur l'autre serait prétendre que, par exemple, on fait la révolution et on règle cette question. On règle cette question de la subjectivité. Il me semble que là-dedans, il y a cette idée, au fond, qu'il y a une irréductibilité de cette question subjective. Ou elle arrive d'ailleurs à développer, il me semble, à sa manière, de manière extrêmement forte, à travers justement cette distinction qu'il faisait entre le molaire et le moléculaire. Il me semble que c'est une manière de rejouer autrement cette distinction entre institution et établissement, entre aliénation sociale et aliénation mentale, et subjective. Et on voit comme ça comment il y a des couples de notions, des enjeux qui se transforment, parce qu'on est encore, finalement, et c'est intéressant de se dire, on est encore aujourd'hui en train d'évoquer ces questions. Et quand tu parlais justement du réseau alternatif de la psychiatrie, sur lequel Lilian a fait qui travaille la trame, a fait un très très bon travail,
crois qu'il s'est matérialisé sous la forme d'un article d'ailleurs. C'est là. Voilà, tout à fait. Un travail vraiment dans lequel j'ai appris beaucoup de choses. On voit que cette question du rapport à la technique est très présente, justement. On voit que cette question de qu'est-ce qu'on fait en tant que... au fond, quelle pratique de soins on va être, c'est une question qui va traverser ce réseau à un moment donné. Des gens qui vont considérer que la technique, c'est quand même quelque chose qu'il faut se méfier parce que ça fait écran, la nosographie, en fait, en quelque sorte, elle fait écran à la rencontre entre le soignant et le soigné, ou en tout cas, elle fait écran à la possibilité pour un collectif de mettre en œuvre une pratique émancipatrice, etc. Enfin, en tout cas, d'être dans une rencontre, dans une écoute. Et puis, il y avait des contraires d'autres qui disaient, mais attention, on ne fait pas non plus n'importe quoi, il y a quand même des savoirs qui existent aussi, il y a une certaine sensibilité aussi qui peut se travailler aussi, peut-être, dans le champ du soin. Et travailler avec des gens qui vont très mal, c'est pas non plus... c'est pas uniquement une question qui relève simplement d'un dispositif démocratique, etc. Il y a quand même une spécificité de cette question qu'on ne peut pas rabattre sur d'autres, on ne peut pas réduire à d'autres. Donc je crois qu'il y a aussi, si on parle de ces questions aujourd'hui spécifiquement, c'est parce que ces questions-là, elles ont leur spécificité, elles ont leur singularité. Et d'ailleurs, même, tu rigolais en disant qu'on n'est pas d'accord, mais c'est vrai que tout ce débat justement sur la psychanalyse, pas la psychanalyse, etc., on voit que ça ne peut pas se réduire, on peut pas, il y a quelque chose qui résiste à son aspiration, à sa dissolution de votre question, parce que ça remet de toute façon pour ces questions. Moi, je ne vais pas prononcer la psychanalyse. Oui, tu es très sage. Mais justement, je me prends, comme je ne suis pas toi, c'est l'avantage de ne pas être l'autre, c'est qu'on peut raconter des trucs qui ne disent pas. C'est tout l'avantage d'être plusieurs. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, voilà. Et ce que je vais changer, parce qu'après on peut peut-être changer aussi, voilà. Mais en gros, c'est un peu, voilà, et ce qui me préoccupe, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on parle de déspécialisation, effectivement, de quoi on parle exactement, et est-ce qu'on parle d'une manière, finalement, de se passer des institutions pastorales dont tu parles, sachant que ces institutions pastorales, je crois quand même qu'elles sont traversées aussi par des conflictualités fortes. Et puis aussi une dimension qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est la dimension de l'activité du travail. C'est-à-dire que, on en avait parlé aussi, c'est-à-dire quand par exemple dans les années 60, c'est assez intéressant, quand on l'aborde, par exemple, il y a des experts en santé qui arrivent à l'aborde, Anne Guerrier raconte ça assez bien, et on en a un compte rendu dans nos recherches de cette époque-là. Il y a des experts du ministère de la Santé qui arrivent à l'abord en disant que c'est formidable, l'abord, ça montre qu'on peut soigner pas mal de gens avec peu de moyens, peu de lits, etc. Contrairement aux revendications syndicales de l'époque qui pouvaient être toujours centrées sur un peu plus de moyens, un peu plus de, je sais pas, de violence. Donc là, on avait quelque chose qui était une discussion assez intéressante, parce qu'on voit très bien que là, on n'est pas dans une optique de libéral, mais pour autant, la question du sens des moyens était mise en avant. Mais dès lors qu'on est dans un champ comme ça qui suppose un certain type de travail d'activité, la question c'est qui va prendre en charge ça. Et bien sûr, l'État à un moment donné peut être tout à fait intéressé à faire en sorte que se développent des structures qui vont en beaucoup, parce qu'on est effectivement dans cette phase d'écho, mais on voit qu'à l'époque, c'était déjà une préoccupation qui était déjà là, même si elle était sans doute tout à fait différente. Je pense que faire des économies pour l'État n'est pas quelque chose de nouveau. Là, ce qui se passe, c'est que faire des économies s'accompagne aussi de tout un ensemble d'injonctions dans la science, qui sont peut-être beaucoup plus fortes et beaucoup plus rigistes aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque, avec aussi peut-être des professions qui se sont retrouvées en quelque sorte aussi déclassées aussi au niveau du pouvoir qu'elles avaient. Parce qu'aujourd'hui, se battre contre la psychiatrie, ça me paraît, il me semble, assez différent du sens que pouvait avoir ce combat dans les années 60-70. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, comme tu disais, les institutions sont complètement implosées. On le voit de la psychiatrie à l'université à l'école. Enfin, là, je ne sais pas si vous avez vu, à l'école, là en ce moment, par exemple, pour ce qui est du scolaire, il y avait, je ne sais pas, il y a des concours, là, avec APS, tout ça, il y a plus de postes que d'admissibles. Donc les gens sont en train de déserter, il y a une espèce de désertion qui est en train de se radicaliser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ?
Et peut-être que là, c'est quelque chose qui est, voilà, qui peut-être qui pose des questions différentes, à mon sens, de celles qui étaient portées à l'époque, sachant que aussi, notre vocabulaire politique a changé. On ne parle pas la même, je suis désolé, quand on regarde le texte de Bazalia et de Langley Cooper ou du SKP en Allemagne, ou SPK, c'est SKP ou SPK? SPK, pardon. Merci. Là, on voit un discours, il me semble même qu'il y a un tract où, si je ne me trompe pas, à un moment donné, qui carrément appelle au droit des nations à être armées, quand même, on est quand même dans une autre, on est quand même dans une autre ambiance, on est dans un autre vocabulaire politique. Donc quand on revisite ces questions, moi ce que ça me fait réfléchir, c'est au fond, qu'est-ce qu'il en est de notre sensibilité collective par rapport à cette question, et comment le champ de lutte aussi s'est déplacé, et où il se situe aujourd'hui. Parce que finalement, c'est pas d'hier que la psychiatrie est au centre, disons, d'une critique politique, mais aussi au centre de réformes. Enfin, je veux dire, la psychiatrie ne cesse pas de se réformer depuis des décennies et des décennies. Je veux dire, avec des expérimentations un peu à la marge, l'idée qu'il faut prendre les gens un peu en charge différemment, etc. Toutes ces questions ne sont pas nouvelles, mais elles ne sont pas nécessairement portées par des enjeux politiques et pas nécessairement. Ça ne veut pas dire pour autant que ces pratiques ne sont pas intéressantes ou qu'elles n'ont pas leur légitimité. Je pense qu'il n'y a aucune. Le fait d'introduire une dimension politique dans ces questions n'a rien d'évident. Et il me semble nous invite un petit peu à nous interroger sous quelle forme on les y introduit aussi. Sachant que, bien évidemment, là je suis en train de bavarder, mais ces questions sont éminemment pratiques, évidemment, et supposent sans doute d'enquêter sur des tentatives qui, il faut le rappeler, je pense que c'est Robert Castel qui l'a remarqué déjà dans la gestion des risques au début des années 80, dans son bouquin La gestion des risques, qui disait au fond, est-ce que ces pratiques n'ont pas toujours eu, des pratiques radicales n'ont pas toujours eu un impact très large ou si spectaculaire que ça sur la psychiatrie? C'est parfois aussi des réformes étatiques, un mélange entre des mouvements sociaux, des réformes qui viennent d'État, donc je crois que c'est un petit peu, voilà, moi ce qui m'interroge, c'est au fond, et peut-être qu'on pourra discuter là-dessus, mais je pourrais répondre, qu'est-ce qu'on entend par la spécialisation, et au fond, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là avec ces questions? Pourquoi ça nous focus? Je pense que là, on peut ouvrir à des échanges. Hein. Moi, j'ajouterais juste, je mettrais un supplément à ton propos, c'est que, en effet, la question de la spécialisation, pour moi, c'est comment faire de telle sorte que la clinique ne confisque pas, des possibles, quoi, qui sont, aujourd'hui, on est en train d'en sortir. Quand on parle d'implosion, des institutions, c'est aussi une certaine idée du sujet social qui est en train d'être beaucoup moins évidente. Donc là, du coup, quand on parle des communs de soins, il y a quelque chose de l'ordre de communaux, oui, des communaux de soins, c'est technique et c'est des manières de faire communauté à nouveau qu'on peut avoir avec cette idée l'accord social distribué avec des classes, des identités, etc. Là, dans ce sens-là, on est dans une vraie nouveauté. Et donc, oui, il faut aller voir. C'est sûr que si on veut que la clinique ne continue pas à confisquer l'expérience, c'est le potentiel d'existence que nous voulons cultiver, quoi. Il faut aller voir techniquement comment on hérite de ces institutions-là, qu'est-ce qui s'y passe. Je sais pas, en discutant avec Maëva l'autre jour, on m'a raconté une garde, c'était l'apocalypse, une garde de nuit dans elle est psychiatre, une garde de nuit avec seule, avec 300 personnes, c'est ça, des unités, avec 30 personnes chaque unité, un seul psychiatre, avec 5 infirmiers, quelqu'un qui est dans une crise d'agitation et de violence, considère qu'est-ce que tu fais de ce truc-là? Parce que si tu restes collé à l'événement, tu ne vois pas la possibilité, tu ne vois pas que cette crise-là, elle est une situation de crise. Tu vois juste un mec en crise. Bon, donc cette question de la crise, c'est tardé. La question de circulation, comment on considère un dispositif soignant, moi j'aime bien ce que tu proposes Isabelle. C'est intéressant que les démocraties sont un dispositif de contrôle, au sens où Foucault a pu en faire des multiples généalogies, voilà. Et Isabelle appelle des dispositifs génératifs, où là, ce qui se joue, c'est la rencontre entre les hétérogénéités. Et là, on est en plein dans ça, on est dans l'effondrement du paradigme social, des sujets sociaux, etc. On est en plein dans cette logique des générativités par rapport à des milieux
qu'il faut cultiver. C'est ce qui, à mon sens, se passe avec les groupes d'entraide mutuelle, ça se passe avec la trame, ça se passe avec les collectifs de patients qui commencent à réémerger aujourd'hui. Ça se passe avec les tentatives de réintroduire des ressources, de s'appuyer sur les ressources de la personne qui est en souffrance en décloisonnant ces sortes d'idées assez extravagantes que c'est un humain qui soigne tout seul un autre humain. Bon, cette sorte de sur-identification du soignant comme psychiatre, je sais pas quoi. Et comment ça, on le remet en jeu à partir de l'expérience impossible. C'est sur ça qu'on va essayer aujourd'hui de s'attarder, quoi. Mais vas-y, sur des questions, puis après, peut-être qu'il y a aussi des envies d'échanger. Mais quand tu parles de clinique, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais donner un exemple, parce que moi, ce que j'entends par clinique, si tu veux, je parle à peu près ce que tu veux dire. Mais il me semble que dans des expériences comme la vôtre, par exemple, qui reste quand même des expériences beaucoup plus de transformation interne de l'institution que des contre-institutionnelles, on pourrait dire, que des perspectives anti-institutionnelles. Il me semble, d'ici sans doute des spécialistes émérites de cette question, il me semble que justement cette fonction clinique, ils essaient de faire en sorte qu'elle ne soit pas justement, en tout cas je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas il y a cette préoccupation de faire en sorte qu'elle soit partagée collectivement. Ce n'est pas quelqu'un qui va donner, j'ai l'impression que ce qui te gêne dans la clinique, c'est le psy finalement qui va donner une interprétation. Et qui a cette interprétation dans quelque sorte fermer la possibilité, d'affermer l'impossible, pour clore d'une certaine façon une situation. Mais parce que moi ce que j'entends par clinique, pourtant je ne sais pas si praticien tout ça, mais ça me semble plus proche de ce qu'on pourrait appeler aussi une espèce d'écologie de l'attention. Parce que quand tu décrivais une situation de crise, par exemple, à laquelle tu réponds, ça suppose sans doute des dispositifs, bien sûr, mais ce forme de solidarité, d'être là, qui est un être en soi, qui est quelque chose qui se passe en termes d'accueil. Et ça suppose aussi que des personnes qui soient quand même attentives parfois à ce qui se passe, tout simplement, qui soient capables de répondre à une question, pas seulement d'avoir une description de dispositifs, parce que ces dispositifs-là ne marchent pas tout seuls. Donc j'ai l'impression que, je ne sais pas si on peut se débarrasser aussi facilement, je ne sais pas dire ce que tu fais, mais je ne sais pas se débarrasser complètement de cette question. Simplement, on dit qu'il ne faut pas qu'elle occupe une place d'éminence, en fait, quelque sorte, il faut aussi peut-être la remettre à sa place. Est-ce que c'est, finalement, on n'en a rien à faire? Parce que toi-même, bon, tu as été formé aussi par Toby Nathan, je veux dire qu'il y a aussi une pensée de tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un qui n'a pas développe quelque chose de spécifique sur ces questions-là. Une question qui imagine aussi une approche clinique aussi, quand même, d'une certaine façon. Donc ça m'interroge, j'ai du mal parfois à comprendre, tu vois, quel est le statut de cette question-là? Parce qu'il me semble qu'il peut y avoir des modalités très différentes. Je ne sens pas être long par rapport à ça, on les reviendra en plus, parce que c'est certainement un fil rouge de la journée, mais Toby Nathan, ce que vous avez appris quand même, on était des jeunes étudiants, c'était à ne plus accepter qu'il y a un régime d'intelligibilité généralisable, avec une sorte de régularité qu'on appelle une dosographie, avec une étiologie, avec, donc, on peut aller avec un pronostic, avec que si on est un peu plus attentif à pluralité qu'il y a de ces mondes-là, bon, cette clinique avec ses traditions, parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que les Yoruba et les Romanis qui ont des traditions. La psychiatrie européenne a des traditions et a des points de rupture, des Pinel, Kraepelin, enfin voilà. La théorie de la dégénérescence à Bleuler, quand lui, il a trouvé plutôt avec son dissociation, son amour-parasympathie, etc. Bon, tout ça, bon, bref, il y a des traditions aussi, et moi, le seul truc, c'est la logique des confiscations qui permet ce qu'on appelle la clinique, quoi, et la logique de délégation aussi à des gens supposés sachants, en
en termes d'interprétation de ce que c'est ramasser des signes pour en faire un syndrome donné, etc. Bon, voilà. C'est essentiellement ça que vous avez appris depuis Nathan, et de nous dire, bon, tout ça c'est des processus de composition qu'il faut restituer. Ce qui est très embêtant pour moi, et on y reviendra, c'est ce statut un peu de témoin modeste, comme dit Hanover, que peut avoir les psys lorsqu'ils finissent par croire qu'il est porteur d'un savoir clinique, et non pas d'un rapport, une manière de se rapporter à l'expérience. Donc oui, moi je radicaliserais ça, mais vraiment, moi je pense qu'on peut désépistémologiser vraiment la clinique, et on se portera aussi bien. Bon, ça c'est un truc qu'on pourra reprendre. Mais je pense que c'est peut-être le moment qu'on puisse... Vous en pensez quoi? Sachant qu'on y reviendra avec les expérimentations des uns et des autres. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même... Est-ce que vous en avez Peut-être. Non, je pense pas. Je pense que pour les enregistrements et tout ça, c'est sûr que c'est pas super avoir un micro. Sur cette question de la clinique et de la pédographie, j'ai l'impression qu'il y a comme une collusion entre la question de la clinique et de la psychopathologie. Et en fait, la clinique, pour moi, c'est une attitude, c'est aller sur un terrain, c'est être sur le terrain, et là, ne règne pas les psys, hein, règne surtout ceux qui y vont, et c'est le terrain qui fait qu'il y a la question de la clinique, et donc ceux qui y sont. Et puis la question de la classification, c'est autre chose. Et l'un peut nourrir l'autre, et réciproquement, mais ça ne s'inscrit pas au même endroit. Moi, je l'éprouve comme ça. Je ne sais pas si c'est la définition, mais... Moi aussi. Alors pourquoi vous employez le mot? Non, parce que c'est. En fait, c'est un peu en cours, en fait, parce que c'est une expression qui commence à m'intéresser. Parce que je la vois circuler, par exemple, chez des gens comme Yves Citon, par exemple, qui lui, me semble, a travaillé sur la façon dont l'attention est capturée par le dispositif. Voilà. Et je trouve cette expression, alors peut-être que, pour le coup, j'en fais peut-être un usage, mais ça me paraissait pouvoir partager un peu de commun, si on veut, avec ce qui pouvait s'expérimenter dans le contexte de la psychothérapie institutionnelle, il me semble, même s'il n'utilise pas ce terme, même s'il n'utilise pas cette expression, parce qu'il me semble que dans ces contextes-là, justement, l'institution cesse d'être quelque chose qu'on entend, qu'on a appris à entendre d'une façon verticale, écrasante, dans une définition, on pourrait dire sociologique, comme une espèce d'ensemble de normes qui s'imposent à l'action, etc. Et que là, on a quelque chose qui peut se bricoler à partir des désirs, des subjectivités, mais à partir du moment où on essaie collectivement de se demander ce qu'on fait là. C'est un peu ça, si vous voulez, qui me fait aller vers cette expression. Voilà. Mais il faut sans doute la travailler, peut-être que c'est pas une bonne liste, peut-être que sans doute, je ne sais pas. Voilà. Mais ça m'est apparu, en tout cas, comme un possible frottement, si vous voulez, entre des expériences, des traditions, des choses qui m'intéressent. Voilà. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il faut... Voilà. Mais c'est pas, c'est pas une coquetterie. Ce que je vois, c'est que c'est pas une coquetterie. J'entends dans votre question peut-être une interrogation, je me trompe peut-être sur est-ce que finalement c'est pas une façon de choper un concept comme ça qui circule aujourd'hui. Voilà. Je pense pas, c'est sincère, c'est une question. Donc, voilà. C'est pas du tout une façon d'essayer de... J'en témoigne. Oui, tu peux en témoigner. Bon, il y a des moins modestes. Voilà. Oui, je voulais réagir à ce qu'il a dit, qu'il y a quand même une récupération néolibérale des aspirations de l'antipsychiatrie. Et je voulais donner un exemple quand la directrice d'un hôpital reçoit le 1er octobre 2021
la Légion d'honneur vraiment de Macron pour la restriction des lits, pour supprimer les lits. Il y avait 3 motifs. La suppression des lits, la diminution des lits, la réduction des coûts de la thérapie, ça veut dire que dans son hôpital, il y a eu moins de frais pour les médicaments, les médecins ont donné moins de médicaments. Et le troisième motif, c'était pour le développement des programmes d'éducation thérapeutique. On voit qu'il y a quand même une récupération. Tu veux dire par le néolibéralisme? Oui, par le néolibéralisme, il y a un renversement quand même des aspirations politiques de l'antipsychiatrie dans un but purement économique. Elle a fait la directrice de notre hôpital, elle a fait des économies et elle a été remerciée par Macron. Mais peut-être que la question que tu poses, je ne sais pas, c'est aussi, c'est comment dire, peut-être une question assez simple qui est de savoir, bon, ce qu'on appelle l'antipsychiatrie, bon, qui renvoie quand même des choses très différentes, bon, qui visait une désinstitutionnalisation, une ouverture des bons, qui radicalement s'est manifestée par une ouverture des asiles, par exemple, ou le fait d'en finir avec ces établissements-là. Bien sûr, la question qui se posait après, c'est on fait quoi? Qu'est-ce qu'on met, bien sûr, en place aussi. Donc, assez simplement, par exemple, c'est la question à laquelle le mouvement italien a été confronté et qui a donné lieu justement à des discussions vives. On le voit un peu dans le collectif, dans le réseau alternatif de la psychiatrie, mais aussi, parfois des réflexions entre le mouvement français, le mouvement italien aussi, autour de cette question de... par exemple, j'ai entendu parfois des gens qui me disaient Lazalia, c'est quand même quelqu'un qui a tué des gens parce qu'il a fermé des boutiques, les gens se sont trouvés à la rue. C'est un peu... C'est-à-dire qu'il y a eu quand même aussi la loi 180 après, qui a été mise en place, qui a été l'effet d'un compromis quand même très compliqué aussi, parlementaire, qui n'avait plus grand-chose à voir avec ce que Lazalia ou son mouvement essaie de mettre en œuvre. Et c'est pour ça quand même que je me méfie un peu quand même. Je comprends ce que tu veux dire, quand tu dis effectivement une récupération. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'une sorte de convergence un peu malheureuse parfois? C'est-à-dire qu'il peut y avoir malheureusement à certains moments des convergences malheureuses entre des mouvements émancipateurs qui posent des questions légitimes, etc., et puis des stratégies économiques, financières, de pouvoir, etc., qui vont en quelque sorte essayer de s'appuyer là-dessus, mais en tout cas qui finissent quand même par vider le contenu, le sens et le contenu politique de ces mouvements. Parce que il me semble même que ces mouvements étaient porteurs aussi d'autres formes de solidarité. C'était toutes des logiques d'abandon. En fait, on a fait comme si ces logiques de critique étaient des logiques d'abandon. Et toi, tu le mentionnes dans ton papier, c'est cette question du pouvoir aujourd'hui qui abandonne, en quelque sorte, le pouvoir d'ignorer, auquel on a l'impression de se confronter aujourd'hui. Parce que justement, face aux institutions aussi gouvernantes, quels sont les interlocuteurs? On a l'impression qu'effectivement, le rapport de force, c'est parfois l'impression que le rapport de force, parce qu'en fait, moi, il y a une espèce de logique d'abandon. On l'a vu d'ailleurs, il me semble ici, pendant la pandémie. On avait comme ça des logiques d'abandon se mettre en place. C'était le côté d'émerveillement. Et ça rend les gens un peu dingues, je crois. Parce qu'il faut se démerder avec des injonctions bureaucratiques nigériennes. En fait, il faut bosser plus. La question du travail qui se pose aussi, une forme de travail gratuit qui se produit aussi, à mon avis, dans ces évolutions. Il faudrait interroger, quand on parle des jeunes, etc., parce que c'est quand même du boulot. Et la question de la rémunération de ces activités, je trouve qu'elle est, pour le coup, elle est assez peu posée, là même, y compris dans les courants qui nous intéressent, dont tu parlais, dont on parlait. C'est pas une question, la question de la reconnaissance de ce travail-là n'est pas posée. On bosse, et d'ailleurs, il y a même y compris les parents qui aujourd'hui font en sorte d'essayer d'identifier leur gamin comme au potentiel, etc. Moi, j'en vois pas mal pour moi. C'est une forme de travail. Les gens travaillent, ils se documentent, ils travaillent, ils font des démarches. C'est incroyable. Oui. Dans vos interventions, il me semble qu'il y a un mot qui n'a pas été prononcé, et c'est le mot soin. Prendre soin. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie en tout premier à ce qui concerne, je dirais, la stigmatisation ou l'identification de la folie de quelqu'un. Parce que quelqu'un se reconnaît comme fou, s'il se reconnaît plus tout seul, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va
considère aussi aujourd'hui que l'esprit de les grands mouvements, que je suis assez d'accord avec toi, qui sont plutôt de l'étiquetisation. Donc on voit bien qu'il y a des tas de mots d'ordre, qu'il y a des tas de manières de présenter les choses, il faudrait qu'une certaine catégorie d'enfants devrait sortir du grand ensemble de la psychiatrie pour être pris en charge par d'autres, avec des rôles considérables, des associations de parents diverses d'ailleurs, en conflit les unes avec les autres, donc il existerait des méthodes, des savoirs, des techniques qui seraient plus pertinentes que celui de la psychiatrie. Alors la psychiatrie est polémique, elle est contradictoire, etc. Et dans ce vaste ensemble, on peut demander, je reviens à la question initiale, qui prend soin de qui et comment. Est-ce que le fond du problème, avant d'arriver aux différentes appréhensions de la clinique, ou d'aide, c'est absolument clair, une seule manière de considérer les cliniques, qui peut être très très différente selon les options. Par exemple, je serais tenté de demander, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de clinique populaire qui serait, on peut les monter en exergue, c'est formidable, autrefois les gens dans les villages supportaient très bien ceux qui sont patients. Oui, si on regarde de plus près, ces gens étaient souvent très maltraités, avec des catégorisations sociales, on n'appellera pas catégorisation clinique, mais qui étaient quand même des manières de désigner l'autre qui pouvaient être absolument terribles, de les mettre à l'éclat. Donc, il y a sûrement des manières simples, élémentaires, solidaires, parfois non spécifiques, de prendre soin de quelqu'un, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus réfléchis, alors selon quel thème, mais de prendre soin de quelqu'un. Un des apports de la psychothérapie institutionnelle, Valentin, c'est que, et puis on voit maintenant ça dans notre groupe, déjà, etc., c'est que certes les soignants ont soigné, mais que les personnes dites soignées, entre elles, peuvent avoir des effets thérapeutiques les unes, entre guillemets, enfin soignants les unes par rapport aux autres, qu'il faut absolument considérer. Donc voilà, j'aimerais revenir à ça, c'est-à-dire, quel est le point de départ, quels sont, je pense aussi par exemple à ce qui se fait à propos des gens qui sont très très précaires, SDF. Ces gens doivent être absolument abandonnés, absolument ignorés, être totalement fous dans la misère, dans la vie. Alors, on voit après des équipes mobiles qui se mettent en place pour s'occuper d'eux, que l'on demande peut-être bien d'ailleurs, mais que certains considèrent comme souffrants, même s'ils sont protégés dans le caractère de misère. Comment les verse à ces personnages, on reçoit d'elles alors qu'on ne demande rien. Un petit estime, il pas les souffrements. Donc je pense qu'il faudrait réfléchir aussi à tout ce point de départ qui repère fond comme devant relever d'une certaine approche humaine. Oui, peut-être une question sur, alors je ne sais pas si c'est une bonne question ou si j'enfonce une porte ouverte, mais sur la question du politique. C'est quoi politique en fait? Parce que vous avez dit peut-être qu'il faut aller au-delà de la simple réflexivité éthique du professionnel qui s'interroge sur son travail, etc., et qu'on serait loin là de la question politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une des questions politiques qui nourrirait la réflexion politique ne serait pas justement de s'interroger sur la place du travail, au sens de l'activité? À la Borde, aujourd'hui, se pose la question de l'activité radicalement dépassée de l'emploi. D'où la désertification. Le concours du CAPES, il y a plus de postes offerts qu'admissibles. On voit bien qu'une certaine frange de la jeunesse désertifie les institutions, parce que dans les institutions, où ils ne sont plus que des organisations du travail catégorisant et procéduralement, toute la procédure que produisent les institutions aujourd'hui, il n'y a plus de sens donné, proposé par les institutions pour faire un travail que les personnes estiment devoir faire. Donc, est-ce que une des plus grandes questions aujourd'hui politiques, c'est pas de s'intéresser au travail, de discuter sur le travail, et donc que les professionnels aient les espaces, les milieux associés nécessaires pour pouvoir questionner le travail tel qu'ils l'entendent avec les personnes dont ils ont éventuellement la charge, avec lesquelles ils sont en relation clinique, au sens où la personne l'a dit tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses là, mais c'est vrai que par rapport aussi à ce que disait Paul par rapport à
soins. Oui, je crois que c'est, et par rapport à la psychiatrisation, oui, il y a quelque chose qu'on ne peut pas parler tout à l'heure, peut-être ça fait quand même longtemps aussi qu'on est aussi pris peut-être dans des formes de culture psychologique de masse aussi. Dans des formes de culture psychologique de masse. Hein. Il y a tout un vocabulaire psychologique quand même qui c'est quand même qu'on peut développer un peu partout, avec aujourd'hui aussi voilà, de l'accompagnement avec des gens, coaching, tout ça, etc. Comment l'action de motivation, parce que c'est quand même très au centre. Et donc bien évidemment, il me semble que voilà, là on a une revendication de prendre en charge certaines questions indépendamment ou de la psychanalyse ou d'une certaine psychologie clinique ou voire dans certaines psychiatrie, pourquoi pas, qui n'a pas... bon voilà, il me semble que c'est pas vraiment avec ça qu'on a envie de faire rien, c'est ça. Donc c'est-à-dire qu'y compris les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur de toutes ces traditions-là, parce qu'à mon avis, les discussions comme aujourd'hui sont anciennes, c'est-à-dire que c'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que la psychothérapie institutionnelle est un truc réformiste qui ne fait qu'humaniser le psychiatrie pour le pouvoir, et que les gens disent ah ben non, mais en même temps, c'est un peu détruire, comment on va faire pour accueillir les gens, etc. Alors, c'est des discussions, c'est intéressant quand même, je trouve, de constater qu'elles persistent, ces discussions, sous des formes différentes, mais et peut-être qu'on peut même se demander, voilà, comment est-ce qu'on peut déplacer un peu les choses, est-ce que, voilà. Et la question, il me semble, de l'activité, du travail, bon, me semble peut-être aussi une des très intéressantes quand même de ces questions-là, et moi, par rapport à la question du politique, bon, là, ce que je mentionnais, c'était, si vous voulez, peut-être une façon d'inscrire ces pratiques et ces histoires dans des visées qui concernaient je sais pas, la révolution, le socialisme, enfin, etc. Hein. Mais c'est pas évidemment, on ne va pas réduire la politique, ce qu'on entend par politique, à quelque chose qui serait une dimension idéologique. Hein. Là, pour le coup, je trouve que l'apport de quelqu'un comme Rancière est assez, et d'autres aussi, est intéressant. C'est parfois, la réflexivité éthique, ou soi-disant éthique d'un professionnel, peut avoir une dimension politique beaucoup plus radicale que dans ce qui est public comme il fait, qu'un vocabulaire idéologique bien plastifié qui est en train de raconter des généralités, et quand on regarde ce qui se fait dans la pratique, on a parfois plutôt envie d'être pris en charge par quelqu'un qui a un discours libéral que par quelqu'un qui tient un discours d'éloge de la psychothérapie institutionnelle ou même de l'antipsychiatrie ou de je sais quoi. Il y a aussi, il me semble, toujours ce point quand même qui est important, c'est cette question de voir qu'est-ce que les gens font aussi. C'est-à-dire que là, on a tous l'expérience, c'est toute l'expérience quand même d'avoir connu des comptes de tel ou tel mouvement au courant, etc., qui parlent pendant des heures des bienfaits de telle tradition, de tel courant, et qui vont aller critiquer le management, etc. Et puis qu'est-ce qu'ils font eux, effectivement, la mission. Et puis par ailleurs, cette question comment dire, ce truc de ne pas se laisser trop envahir par la critique du management, c'est aussi de ne pas oublier que la question, c'est pas seulement la critique de l'adversaire. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un des apports de gens comme Guattari, ou la psychothérapie actuelle, et peut-être aussi de l'antipsychiatrie, c'était pas seulement des mouvements qui venaient interroger les institutions dominantes, c'était des mouvements aussi qui venaient interroger les mouvements politiques eux-mêmes, sur les formes d'oppression, de répression qui peuvent se reproduire en leur sein, sur qu'est-ce qu'on fait de la subjectivité aussi dans ces espaces-là, au fond, qui ont un discours idéologique quand même, souvent, parce que tu parles de la clinique, mais le discours militant peut être aussi extrêmement, tout aussi ossifiant et tout aussi sclérosant que le discours clinique. Voilà, bon. Mais vas-y. C'est tout. Je pense que là-dessus, il y a une ouverture, et parfois, peut-être même si on appelle ça clinique ou autre, je comprends en même temps toute la critique de la clinique, mais je comprends aussi parfois que le côté clinique, parfois, vient un peu aussi essayer de couper une espèce de discours un peu autoréférentiel aussi, qui est parfois problématique aussi. C'est un peu dans la lignée de la discussion actuelle, c'est-à-dire que moi, quand j'entends la question de faut-il désépistémologiser la psychiatrie, en fait, ça me fait finalement assez peur, parce que j'ai justement l'impression qu'il y a une logique sous-jacente à ce qu'on fait, quel qu'il soit, et que si on est dans une vision de désépistémologiser, ce qui risque d'arriver, c'est finalement invisibiliser les logiques sous-jacentes, alors que j'ai l'impression qu'au contraire, la fonction psychiatrique, c'est celle d'interroger les logiques sous-jacentes et de penser au départ des effets de ce qu'on fait, non seulement qu'est-ce qu'on fout là, mais aussi qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce qu'on fait. Et que du coup, j'ai l'impression que, justement, peut-être que tout l'enjeu, ce serait peut-être de repsychiatriser les choses, c'est-à-dire de revenir au fait que la psychiatrie, c'est pas forcément ce qu'on pense, mais c'est aussi de mettre sans cesse au travail ce qui nous fait penser,
et que du coup, la fonction psychiatrique, ce serait peut-être justement peut-être d'épistémologiser les épistémologies en psychiatrie, c'est-à-dire de sans cesse avoir ce travail de réflexivité, non seulement sur nos pratiques, mais également sur ce qui les sous-tend et ce qui les produisent, pour finalement, effectivement, s'autoriser une désobéissance épistémique, mais qui soit contente de visibilité, en tout cas qui tente de se situer. Et donc moi j'ai vraiment l'impression qu'aller vers ce que Walter Mignolo a appelé une épistémologie de frontières, c'est tout l'enjeu de ce qu'on a à faire, et ça permettra de peut-être, en tout cas, mettre au travail d'éviter des écueils qui seraient de dire on va dépistémologiser comme si la clinique finalement allait aller de soi une fois qu'on aurait dépistémologisé. Trop méga d'accord. Je trouve que c'est pour moi un petit peu dommage que ça tourne autour de la psychothérapie institutionnelle. J'avais l'impression dans ces journées-là, enfin ça allait venir un peu après aussi, mais qu'on avait aussi parlé d'expériences en dehors de la psychiatrie. Et quand on parle de prendre soin, qui prend soin, et bien justement, c'est pas une évidence, et que les expériences comme les réseaux d'entendeurs de voix, les GEM, c'est des expériences de soins en dehors de la psychiatrie, où il y a des gens qui ne sont pas considérés comme soignants, mais on peut dire des usagers, enfin en tout cas des gens qui veulent se définir autrement, et pour échapper à la psychiatrie. Et il me semble que là, c'est un terrain de recherche complètement nouveau, et aussi c'est comment on s'inspire de ce que font ces personnes-là, et comment il peut y avoir une jonction avec l'institution, comment l'institution elle peut se nourrir aussi de ces expériences, ou pas, ou est-ce que c'est possible pour elle, ou pas. Mais ça pose aussi la question, quand on a ce type d'expérience, est-ce que l'institution est nécessaire? Est-ce qu'elle doit disparaître? Ou alors est-ce qu'elle peut continuer, mais dans certains cas, par exemple quand il y a une crise, est-ce que ce type de dispositif peut être efficace? Ou là on peut avoir besoin de l'institution? Quel type d'institution? Mais en tout cas, c'est comment des dispositifs qui sont en dehors de la psychiatrie peuvent venir aussi nourrir une réflexion, et pas toujours, parce qu'on parle de la psychothérapie institutionnelle, mais là c'est vraiment quelque chose de minoritaire, et puis je dirais, on ne sait pas trop pourquoi finalement, mais en tout cas ça n'a pas été une contamination dans le monde de la psychiatrie, et maintenant il y a d'autres choses qui arrivent qui sont intéressantes, c'est comment des gens veulent échapper aux catégories psychiatriques, et comment d'autres qui sont dans l'institution veulent sortir, par exemple par des équipes mobiles, où finalement l'institution elle la colporte avec eux dans d'autres lieux, mais c'est pas un lieu où on accueille encore des gens, par exemple. Enfin, je sais pas. Mais, voilà. Bonjour. Moi, je voulais aller aussi dans le sens de ce que tu viens de dire. En fait, donc moi, je viens de passer ma thèse, donc je suis vraiment bébé psychiatre. Il se trouve que, en fait, moi, je trouve que ce qui est dommage, donc moi, depuis que je suis arrivée à Paris, donc c'était en 2017, et que j'ai commencé à fréquenter le milieu de la psychothérapie institutionnelle, etc., j'ai regretté le manque de transmission, en fait, c'est-à-dire, et le manque de faire avec les coordonnées actuelles. C'est-à-dire que nous, notre génération, on est dans ce monde-là, on a ces contraintes-là, on accueille les patients, c'est-à-dire que à l'hôpital, c'est la catastrophe, il y a les unités qui ferment, il n'y a plus de personnel, et il y a plein d'expériences qui fleurissent.
risque, comme les GEM, qui ont été très critiqués quand même par ce mouvement-là. Enfin, en tous les cas, moi, les personnes que je connais de ce mouvement-là, la question des médiateurs santé-père, qui à chaque fois sont vus plutôt sur le versant néolibéral, de vouloir réduire les coûts, de vouloir avoir moins de vrais soignants, parce qu'en fait c'est ça qui se dit, et où les personnes ne sont pas intégrées dans les équipes, etc. Et en fait, moi je trouve ça dommage, parce qu'en fait c'est des expériences hyper riches, et j'ai regretté aussi que... je trouvais qu'il y avait très peu de place en fait, pour les personnes directement concernées. Ça reste toujours, alors on convoque les personnes en soins en disant « Ah oui, il y a des personnes en soins, elles étaient là, elles étaient présentes, une espèce d'alibi comme ça, où il y aurait des patients qui seraient convoqués. » Mais en fait, ces personnes-là, elles ne sont jamais prises en compte, en fait, on les entend jamais. Quand on est sur les fils d'échange mail, personne ne répondit sur ce qu'elles disent, sur ce dont elles se plaignent, etc. Et du coup, ce côté un peu... je suis désolée si je casse les pieds à tout le monde, mais ce côté-là un peu avant, c'était génial, il y avait un âge d'or. Moi, je trouve ça un peu dommage et délétère parce que moi, j'ai jamais rencontré de patients à l'hôpital qui sont ravis de comment était la psychiatrie depuis 40 ans, quoi. Jamais, voilà. Jamais on m'a dit « Ah, c'était génial, les meilleures années en psychiatrie dans ma carrière. Jamais. Je suis désolée de le dire. Et puis, il y a la question de l'efficacité. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a aussi une manière en fait, de se battre et de lutter en psychiatrie, mais qui peut être aussi, qui peut être retrouvée ailleurs, qui est absolument pas efficace, que moi je ne trouve pas efficace aujourd'hui, quoi. Et je trouve ça hyper dommage parce que peut-être que ces formes-là de lutte, elles ont fonctionné, mais en tous les cas, on n'a rien gagné en fait ces dernières années. On a fait que se contenter de ne pas perdre. Et c'est quand même... moi, ça me contente pas. Voilà. Peut-être une micro-pause, ce ne soit pas une matinée d'après-midi, une micro-pause, et on va enchaîner avec la trame, donc des animateurs de la trame et des adhérents de la trame, qui nous raconteront, parce que je pense qu'il y a un truc aujourd'hui, et je ne vais pas prolonger le propos, mais ces mouvements de désertion, il est généralisé dans plein de trucs. Donc plein de trucs. Vous avez vu les polytechniciens, la cause d'ingénieurs, ça a été regardé 800 000 fois, ils disent non, on ne va pas continuer à faire. Donc effectivement, les gens ne vont pas bosser, on a dans les secteurs, donc voilà, c'est un fait, quoi. Il y a une désertion des institutions, l'État, voilà. Et ça, il faut faire quelque chose avec ça, et je pense que pour ça, il faut réterritorialiser les espaces dans lesquels se déploient des formes de soins, et ça sera l'exemple que doit nous être proposé avec la trame. Mais on fait des postes